Bonjour tout le monde et re-bienvenue à la deuxième séance de notre colloque Populisme et sciences sociales. Si vous n'étiez pas là dans la première séance, je m'appelle F. Pécard et je suis sociologue à l'Université d'Ottawa. Cette session, je pense que tous les intervenants et intervenantes vont parler en français, donc je vais éviter les traductions cette fois-ci pour chaque annonce, excepté celui-ci. For this session, it seems that all the presentations are in French. We'll continue in French, but if you'd like to ask questions in English, that's always welcome. Le titre de ce panel, c'est les théories du populisme. Et on a Stéphanie Pache de l'UQAM qui va animer cette session. Donc, je laisse la parole à Stéphanie. Bonjour, merci. Effectivement, je vais animer la session, mais j'avoue, c'est la première fois que j'anime une session sur Zoom. Donc, je viens, par exemple, de réaliser que je ne sais pas comment je vais avertir les intervenants du temps de parole. Mais donc, bienvenue. Je suis invitée ici, même si je ne suis pas une spécialiste du populisme. Ça me fait très plaisir de discuter ça aujourd'hui avec vous. Donc, je suis professeure au département de sociologie de l'UQAM depuis peu et ça me fait toujours plaisir d'avoir encore des événements collectifs dans cette période compliquée. Je propose aux différents intervenants peut-être de se présenter au début de leur intervention, juste pour dire quelques mots sur quoi ils travaillent, qui ils sont, où ils sont. Et donc, on a proposé, je crois, de prendre l'ordre d'intervention du programme. Donc, on va faire toutes les interventions et puis qu'on prendra ensuite à la fin une demi-heure de questions, de discussion. Je ferai peut-être quelques remarques pour introduire cette discussion. Voilà. Donc, je laisse, c'est donc Stéphane Vibert qui va commencer. Est-ce que Stéphane... Il est là. Oui, et donc tu as 15 minutes. Merci Voilà. madame. Alors je voudrais évidemment remercier, un grand merci aux organisateurs, à Jamila, à Guillaume et Feu pour ce travail, effectivement en une période où il n'est pas facile de se retrouver. Je n'aurai pas de PowerPoint, donc je suis désolé, je préfère prévenir les personnes avant. Donc ça va être simplement une petite communication. Alors je m'intéresse, me présenter, je suis professeur à l'école d'études sociologiques et anthropologiques de l'Université d'Ottawa et je travaille sur les théories socio-anthropologiques concernant les identités collectives en général. Alors, je vais évoquer le populisme comme pilier démocratique en interrogeant les formes que le peuple prend dans les théories populistes. Alors, le suremploi polémique du terme populisme en a fait, selon Taguieff, je cite, une étiquette disqualificatoire et un opérateur d'amalgame permettant de stigmatiser en les rassemblant abusivement un certain nombre de phénomènes sociopolitiques ou de leaders jugés détestables ou redoutables par celui qui les dénonce. Fin de citation. Tant dans le langage ordinaire que dans les discours politiques et médiatiques, populisme paraît d'emblée synonyme de démagogie, d'anti-intellectualisme, d'anti-parlementarisme, d'autoritarisme, voire de fascisme, lorsqu'il se révèle entremêlé à certaines positions nationalistes, comme dans l'expression national-populisme. De Trump, Salvini, Orban, Duterte, Bolsonaro, Le Pen, Erdogan aujourd'hui, à Fujimori, Menem, Bossi, Haider, Chavez ou Pim Fortuyn hier, l'originalité des incarnations dites populistes a consisté en une faculté de syncrétisme avec des idéologies politiques parfois les plus dissemblables, du socialisme au libéralisme, du régionalisme au nationalisme, voire à l'islamisme. Si certes, la définition du phénomène ne suscite pas de consensus, Guillaume l'a rappelé tout à l'heure, chez les chercheurs, nous ne manquons pourtant pas de descriptions historiques, de tentatives de clarification typologique qui nous permettraient de mieux appréhender la question, tout en soulignant d'emblée que d'autres termes fondamentaux, à commencer par celui de démocratie, s'avèrent tout aussi marqués par une ambivalence constitutive, laquelle ne les déconsidère pas totalement pour autant. De fait, tout concept dans les sciences sociales se trouve connoté par les relations qu'il établit avec d'autres concepts voisins qu'il faut absolument, ainsi que l'a dit Guillaume, historiciser, contextualiser tous ces concepts qui, ensemble, contribuent à construire ce qu'on peut appeler un champ sémantique historique
d'une compréhension partielle à élargir éventuellement, si possible, dans une compréhension globale. Or, sans nul doute, le champ sémantique élaboré autour de l'idéologie populiste engage à entreprendre l'intelligence du fait démocratique lui-même dans sa globalité. Le recours récurrent à l'emploi du terme populisme, fût-il disqualifiant, paraît désormais indiquer en creux la désignation constante d'un autre, d'une altérité synonyme de crainte et de danger, de zone limite d'une éventuelle sortie de la démocratie, malgré d'évidentes accointances avec certains de ses soubassements. Le populisme pourrait-il alors être conçu comme la part maudite de la démocratie? Ainsi que l'a rappelé Margaret Canavan, le savoir théorique sur l'insaisissable populisme a fini par privilégier une typologie phénoménologique qui s'appuie sur la description empirique de manifestations partageant, selon un air de famille, certains attributs définitionnels sans que ceux-ci ne se recoupent pourtant jamais entièrement. Les configurations historico-culturelles susceptibles d'être dès lors étiquetées comme populistes possèdent le trait commun d'une référence au peuple, entre guillemets, un peuple qui, au travers de discours mobilisateurs, se voit opposé comme source de légitimité à une multitude de figures antagonistes potentielles, les élites en place, le système dominant, le régime représentatif, la classe politique corrompue, la bureaucratie envahissante, les experts, les financiers avides, les 1%, les étrangers, le pouvoir central, etc. Appel au peuple, dénonciation des médiations et crise de légitimité politique semblent bien constituer les trois conditions de possibilité fondamentale de l'expression même d'une orientation populiste, laquelle peut, ainsi que l'a distingué Taguieff, recouvrir au moins 6 domaines de signification distincts que je rappelle brièvement: un mouvement comportant une fonction tribunicienne de mobilisation, notamment des classes moyennes et populaires, un régime de nature autoritaire ou plébiscitaire, une idéologie arrimée à la défense d'un peuple source de souveraineté, une attitude d'idéalisation du populaire comme porteur d'une culture ou d'une moralité exemplaire, une rhétorique qui fonctionne peu ou prou par des discours flatteurs à l'égard des masses, et enfin, 6e trait, un type de légitimation qui associe souveraineté populaire et légitimité charismatique par l'intermédiaire de la figure du chef ou du sauveur. Ma contribution traitera de l'ancrage ambigu du populisme dans la figure unifiée du peuple, du démos en tant que détenteur de la souveraineté en régime démocratique. La démocratie étant, selon ses propres termes, un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, s'ouvre immédiatement la question fondamentale de la formation et de la composition de ce peuple. Or, la définition courante du populisme comme pathologie de la démocratie sous-tend un postulat de normalité démocratique lui-même extrêmement discutable et sous-estime l'aspect de contestation et de crise irréductiblement lié à l'exercice du pouvoir. Certes, sur un plan strictement contextuel, les tendances populistes semblent bien faire fond sur une crise généralisée des médiations, à l'occasion notamment d'une radicalisation des dynamiques individualistes et inégalitaires de la modernité tardive, en contexte de globalisation, pour parler uniquement des 20 dernières années, je le souligne, et non pas, par exemple, des exemples historiques de création du terme populiste, que ce soit dans la Russie du 19e siècle ou en Amérique latine. Plus profondément, à la suite de certains politologues comme Leca, Mény, Surel, il s'agit sur un plan théorique ici d'aborder la question du populisme en s'attachant à le comprendre comme l'un des 2 piliers irréductibles d'un système démocratique bipolaire qui, depuis une trentaine d'années, paraît reposer excessivement sur son autre pilier, à savoir le constitutionnalisme libéral et juridique. Si la démocratie, ainsi que l'estime Canavan, prend la figure d'un Janus qui porte une face de vocation rédemptrice et d'ambition de changer le monde, mais aussi une autre face de conciliation pragmatique et de gestion raisonnée des conflits, on peut alors poser l'hypothèse selon laquelle le destin de la pratique démocratique consiste à osciller constamment entre une autorité décisionnaire accordée au peuple souverain, côté populiste, et une limitation de ses pouvoirs par des règles et des procédures légales, qu'on peut appeler le constitutionnalisme. En accord avec cette tension fondamentale, il s'agirait donc de penser la vérité populiste de la démocratie, toujours partielle, certes, mais néanmoins irréductible. Ce populisme inhérent à l'expérience démocratique deviendrait dans ce cas problématique et menaçant, non pas du fait de sa seule existence,
mais bien en raison d'une exacerbation unilatérale nuisant à l'équilibre des institutions. Afin d'approfondir cette hypothèse, je procéderai en deux temps. D'abord, je soutiendrai l'idée que la récurrence irrégulière d'expressions populistes dans les démocraties libérales fait partie intrinsèque de leur bon fonctionnement, selon une fonction de rééquilibrage d'autant plus nécessaire lorsque les tendances constitutionnalistes et libérales deviennent pathologiquement hégémoniques. Ensuite, je tâcherai d'interroger certains présupposés de l'idéologie démocratique à partir notamment de l'élévation du peuple au statut de source du pouvoir constituant, un peuple ainsi appelé à apparaître comme référence centrale de totalisation symbolique et forme d'autogouvernement productrice d'historicité. Donc, premier temps, le populisme comme réponse aux excès du constitutionnalisme libéral. La démocratie est un concept mixte, tout le monde le sait, incorporant deux composants potentiellement contradictoires et aussi nécessaires l'un que l'autre, nommés donc par certains politologues, on peut le discuter, populisme et constitutionnalisme, destinés à articuler d'une part le règne du nombre, exprimé par la souveraineté de la majorité populaire, et d'autre part le règne du droit, qui vise à assurer une garantie constitutionnelle pour les individus et les minorités. Le corsetage libéral de la pratique démocratique énonce en amont la règle du jeu, définissant les termes mêmes dans lesquels la discussion et la délibération peuvent être menées, supposant par là une métaphysique très particulière à l'échelle humaine, tant culturellement qu'historiquement enracinée, à propos des notions les plus communes qui font sens, comme individualité, dignité, rationalité, liberté, égalité, etc. Une métaphysique loin d'aller de soi, bien qu'elle se présente comme naturelle, par exemple à travers la promotion des droits humains compris comme universels a priori, ou encore par l'apologie de la diversité culturelle, quoique placée en tension avec certains droits subjectifs ou avec l'égalité homme-femme, etc. L'équilibre de la démocratie sur les deux piliers de la volonté populaire et des procédures de droit se révèle constitutivement instable. Or, le contexte actuel, depuis au moins une trentaine d'années, favorise, me semble-t-il, largement le constitutionnalisme libéral selon divers traits patents qui relèvent d'aspects sociaux, juridiques, économiques ou culturels, que ce soit l'individualisation normative de toutes les sphères sociales, l'hégémonie d'une idéologie dominante économiciste, capitaliste, procédant par privatisation et dérégulation de secteurs entiers de la vie sociale, le développement de l'importance des cours constitutionnels, parfois supranationales, qui radicalisent un contrôle en amont de la loi, l'émancipation des banques centrales de la tutelle politique, l'instauration de nouvelles régulations non élues comme les hautes autorités, l'accentuation du rôle des experts et des élites technocratiques, la réessentialisation juridique de catégories sociologiques ou culturelles afin d'assurer l'équité et la représentation, etc., etc. La prééminence des logiques économiques et juridiques produit un effet durable de délégitimation de l'action politique, cantonnée au rôle de caisse enregistreuse de décisions fondées sur des chartes, des traités ou des constitutions, autant de processus globaux incontrôlables situés hors de l'espace national. Ce mouvement de fond constitutionnaliste, privilégiant les régulations juridiques et économiques, vient traduire l'hégémonie de l'individualisme libéral dans les esprits et les pratiques, sous la forme d'une société de marché. Le constitutionnalisme libéral entend mettre à l'abri des décisions populaires une vaste catégorie de domaines sur fond d'une méfiance à l'égard de la tyrannie de la majorité, toujours suspecte dans le cadre de la souveraineté du peuple. La multiplication des procédures formelles nécessaires, le plus souvent mises en œuvre par des représentants afin de rendre plus difficile toute modification des normes fondamentales, renvoie à l'incapacité présumée du peuple à assumer sa puissance sans verser dans la démesure, dans une hubris potentielle. Malgré la reconnaissance qu'ultimement les dispositions constitutionnelles dépendent d'actes explicites du corps constituant, c'est-à-dire du peuple, tout semble fait aujourd'hui pour rendre inaccessible la réforme et la maîtrise de ces règles premières, à commencer par les assertions de quasi-naturalité entourant la sacralisation des droits, allant des revendications à l'authenticité ou à l'identité les plus extrêmes, jusqu'aux libertés économiques les plus radicales et incontrôlées. Le droit et le marché, sous couvert de protection et d'expression des individus, des groupes et des corporations, deviennent des régulations formelles hors d'atteinte d'un pouvoir politique élu et responsable, jadis garant historique de la volonté démocratique. Une délégation souvent, voire même toujours volontaire
faut-il le souligner, au sens où l'État-nation se départit de ses fonctions régaliennes à l'aune de l'idéologie individuo-universaliste de la globalisation et de ses conséquences en termes de compétition et de concurrence à l'échelle mondiale. La conjonction de ces deux processus, corrélés sous les mots valises de globalisation et de gouvernance, ouvre sur un effacement de la dimension collective d'autogouvernement initialement postulée par l'idée démocratique, un processus qui voit se retourner, comme le dit Marcel Gauchet, la démocratie contre elle-même. C'est donc un questionnement sur la référence au pouvoir instituant du peuple que nous invite la phase populiste de la pratique démocratique, laquelle ne peut, à notre sens, que réapparaître sous forme pathologique si elle se voit abandonnée au niveau institutionnel. J'en arrive donc à mon second point, populisme, démos et communauté politique. Repartir du pilier populiste de la démocratie impose de s'interroger sur la nature mystérieuse du détenteur de la souveraineté dans un régime démocratique. Car le populisme, en tant que système cognitif et normatif, c'est-à-dire valant tant comme interprétation du monde que comme source de jugement et d'action, se réfère, par-delà la multiplicité de ses déclinaisons contextuelles, à des affirmations fortes, deux affirmations fortes sur le peuple, considéré à la fois comme communauté d'appartenance et comme origine du pouvoir. L'appel au peuple comme identité collective explique la proximité idéologique entre populisme et nationalisme, jusqu'à l'invention récente du national-populisme, tandis que la référence au peuple comme origine du pouvoir, dans sa tension relationnelle avec le constitutionnalisme, tient lieu de force latente de rappel quant à l'ancrage populaire de la souveraineté dans les démocraties modernes. En effet, la référence à la souveraineté du peuple se trouve au principe de toutes les révolutions modernes, visant à sortir d'une légitimation politique qui s'inscrivait traditionnellement dans un ordre religieux supra-humain. Le renvoi au peuple démos dans la légitimité démocratique ne fait que redoubler l'équivoque du peuple, pris comme tout ou comme parti, donc comme corps civique dans son ensemble, populus, ou comme populace, comme foule, comme plèbe, c'est le mot latin plebs. D'où d'ailleurs la présence d'une dimension historiquement populiste qui joue un rôle considérable dans l'intégration progressive et conflictuelle des classes populaires au sein d'un système politique démocratique primitivement censitaire et élitiste, faut-il le rappeler, uniquement masculin, bien entendu. Y compris dans les discours contemporains, on peut noter la présence de trois définitions du peuple qui parfois se recoupent et parfois s'opposent. Le peuple souverain, porteur de la volonté générale comme ensemble civique à la recherche du bien commun et détenteur de la légitimité, mais aussi, deuxième connotation, le peuple classe dans son acception socio-économique et communautaire, associé au monde des travailleurs, en un lien indécis avec le prolétariat ou la plèbe, qui persévère aujourd'hui dans la clientèle électorale jugée la plus perméable à l'idéologie populiste, celle des artisans, des commerçants et des classes moyennes inférieures en risque de déclassement, comme l'a rappelé Elke tout à l'heure. Et enfin, troisième dimension, le peuple-nation, qui se construit en lien avec une culture et une histoire susceptibles dans ses versions radicales de se traduire dans la défense d'un ethnos idéal d'un groupe homogène et fermé au travers de discours anti-immigration, par exemple. L'expression pouvoir du peuple a toujours été considérée problématique, puisque portant sur la nature même du pouvoir constituant démocratique. Au cœur de la conception moderne, on trouve l'idée que l'ordre politique, censé répondre au pire des maux qu'est la guerre civile, entend assurer l'unité d'une collectivité que toute division interne trop tranchée, notamment d'ordre religieux, menace dans son existence même. Le peuple acquiert en ce sens le statut de réalité symbolique, unitaire, à comprendre ici non pas dans son acception devenue courante d'illusion ou de superstructure, mais bien au contraire comme référence irréductible de la politique démocratique, mise en forme et mise en sens du monde, pour parler comme Claude Lefort. D'une certaine manière, c'est vrai, les institutions et le suffrage constituent le peuple de façon quasi mystique, selon une transfiguration qui convertit des actes spirituels et matériels atomisés en quelque chose qui les dépasse, un sujet nouveau et différent de la seule somme de ces actes. C'est le peuple comme tout symbolique. Or, toute tentative de réduction de ces symboles aux individus ou aux institutions concrètes en charge de gérer son existence se transforme en désacralisation qui, en retour, fait signe vers une reconstitution de l'efficacité du sacrement unitaire. Car s'il n'existe plus de peuple comme tiers symbolique,
que peuvent bien représenter les institutions et le pouvoir politique. Uniquement une hégémonie injuste, une idéologie dominante, un pur rapport de force, ce qui signifie ultimement le retour du conflit radical, la destruction du pacte social et, in fine, l'impossibilité de toute existence collective démocratique fondée sur la coexistence des oppositions au sein d'une appartenance commune et englobante. En son soubassement imaginaire, le populisme opère ainsi un renvoi salutaire au peuple comme fondement de toute démocratie possible, à l'intersection équivoque du démos souverain, de l'ethnos-nation et de la classe populaire, populus ou plebs. Le populisme, à l'encontre du procéduralisme libéral, vient rappeler l'existence incontournable pour tout régime démocratique d'une communauté politique unifiée sans être homogène, exprimant une forme de vie par des valeurs instituantes et instituées qui donnent sens à l'existence même la plus individualisée. Parce qu'elle est à la fois source de légitimité démocratique, mais toujours nécessairement traduite en des institutions, la souveraineté du peuple ne peut que nourrir des dynamiques dites populistes et les combattre dans leurs dérives, qu'elles soient xénophobes, démagogiques ou conspirationnistes, ne suffira pas à en assumer la vérité profonde qui réside dans la nécessité de réaffirmer le pôle instituant du politique. La montée du populisme politique trouve ses causes souterraines dans le déclassement symbolique et socio-économique, je les mets à égalité, des classes populaires, et ne saurait être réduite au seul succès de fake news, de propagande perverse ou de manipulation médiatique. Lorsqu'une majorité ou une partie importante d'un peuple estime que sa voix n'est pas suffisamment entendue, il convient sans doute de s'interroger au moins autant sur cette surdité institutionnelle que sur les expressions problématiques que peuvent prendre les aspirations populaires jugées populistes. Est-il possible d'aborder sans mépris outrancier la persistance de cet imaginaire solidariste reposant sur l'équilibre des droits et des devoirs en fonction d'une loyauté commune à une nation historique? Ici, comme dans beaucoup d'autres thèmes, les élites que sont les intellectuels et les universitaires, nous, confondent souvent, ou parfois, dirais-je, compréhension et dénonciation, analyse et condamnation, accentuant l'écart qui les sépare de leur milieu de vie et renforçant ainsi paradoxalement encore davantage la perception populiste qui les juge déconnectés des réalités vécues. Je vous remercie. Je ne sais pas si j'ai tenu le temps, Madame Page. C'est un peu plus long, mais merci. On va essayer de continuer du coup rapidement. En excuse. Il n'y a pas de problème. J'étais concentrée sur la présentation, mais je vois maintenant qu'on a pris un peu plus de temps. Donc, je passe la parole directement à Jamila Monès, comme ça on va avancer vers la discussion. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous. Dites-moi si vous m'entendez correctement parce que c'est parfait. Alors, j'ai envoyé comme je suis quelqu'un de très moderne et très jeune, j'ai envoyé mon PowerPoint à Frédéric Guillaume qui va très gentiment le projeter à l'écran parce que je n'ai qu'un seul écran et donc je ne peux pas lire mes notes et en même temps vous projeter une image. C'est ça. Alors, attendez, on va faire comme ça. Hop, comme ça je vous vois en même temps, c'est parfait. Bon, c'est très dur de passer après Stéphane, qui a dit beaucoup de choses très intéressantes et qui, je pense, recoupe beaucoup mes propres questionnements. Donc peut-être pour me présenter avant de passer à la présentation, donc je m'appelle Jamila Monès et je suis au doctorat à l'UQAM, où je travaille sous la direction de Frédéric Guillaume Dufour. Je m'intéresse tout particulièrement à la question de l'apport d'une sociologie des émotions à la compréhension théorique des populismes en général, et plus particulièrement, je m'intéresse à un cas canadien, les mouvements en faveur du Brexit, donc dans l'ouest du Canada. Cela étant dit, je ne vais pas vraiment en parler aujourd'hui, mais c'était pour contextualiser un petit peu ma petite personne. Donc aujourd'hui, le thème de ma présentation, est-ce que Guillaume, tu peux projeter le PowerPoint en même temps? Oui, j'y vais. Merci, c'est parfait. Donc, je n'ai pas une passion pour les PowerPoint, c'est probablement un problème français. Nous les détestons, mais j'ai fait au mieux.
Donc voilà, le thème de ma présentation d'aujourd'hui, c'est le populisme comme reconstruction de l'imaginaire politique, avec l'idée d'opérer une petite clarification conceptuelle dans ce champ. En guise d'introduction, tout d'abord, excusez-moi, en fait, je suis désolée, je continue sur la jeunesse, je me suis tourné le dos ce matin et ça me rentre dans le poumon, donc j'ai du mal à parler. Mais en guise d'introduction, pardon, donc je vais partir de l'idée qu'on a beaucoup évoquée ce matin, qui est que le populisme prend des formes assez variées et qu'on le retrouve dans des moments très différents de l'histoire, sous des formes variées, qu'on pense à Trump ou à Bolsonaro, Duterte, Orban, au mouvement 5 étoiles, à Podemos ou encore à Hugo Chavez. On voit très vite que le populisme est marqué par une extrême variété empirique, géographique, idéologique. Et c'est ce qui m'a amené à cette question, celle de penser en théorie leur mode de différenciation, à savoir de quel populisme parle-t-on et qu'est-ce qu'est un populiste et qu'est-ce qui n'en est pas. Qu'est-ce qui ressort ou non du populisme. D'où le sujet donc de mon intervention et à laquelle je pense qu'on va réussir à s'appeler tous ensemble. Comment, d'un point de vue théorique, expliquer ces fortes variations du populisme. Donc, je veux bien que tu passes à la slide suivante. Merci. Donc, voilà le plan général de la présentation, si jamais c'est plus clair pour vous. Donc, je vais continuer un petit peu mon introduction, donner quelques premiers éléments de définition du populisme selon moi, pour clarifier un petit peu les choses. Et puis, je vais en venir à la proposition théorique, le cœur vraiment de la présentation. Le populisme comme travail de réimagination du politiquement normal, et enfin le populisme comme travail de reconstruction des frontières politiques et sociales. Et puis ensuite, on aura l'occasion d'ouvrir la discussion et d'en débattre ensemble. Alors, pour revenir, on peut passer, je pense, à la slide suivante. Et même à la... Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Donc, pour revenir un petit peu à mon sujet, il me semble qu'expliquer théoriquement pourquoi le populisme revêt des formes différentes, voire souvent contradictoires, oblige d'abord à faire un petit retour en arrière et donc à réfléchir à l'essence du populisme. Ce que je veux dire par là, c'est qu'est-ce qu'on entend exactement quand on dit populisme? Est-ce qu'on a vraiment raison, nous, d'un point de vue analytique, de regrouper sous un même chapeau conceptuel Trump ou Podemos? Et est-ce qu'on n'aurait pas plutôt intérêt même à parfois élargir même le concept et à y faire rentrer des concepts différents ou des formes différentes, par exemple la Révolution française, pourquoi pas les milices kurdes au Rojava ou encore des mouvements anticolonialistes. Il me semble en fait que cette question de la qualification des populismes est totalement essentielle pour nous, sociologues et politistes, et ça clarifiera probablement les échanges que nous aurons par la suite. D'abord parce qu'on peut tous, et je pense qu'on a tous ici aujourd'hui, l'intuition qu'il y a bien une particularité dans le discours, le gouvernement et la façon d'être et de faire de la politique que l'on retrouve dans plusieurs États, à plusieurs niveaux décisionnels, et qu'on pourrait possiblement qualifier de populiste. Et donc, on peut penser qu'on peut mobiliser ce terme de populisme sans pour autant l'utiliser de manière disqualifiante ou comme discours dominant, disons. Pour continuer ma pensée, je crois qu'on peut aussi estimer que ne sont pas toujours populistes ceux qu'on imagine être populistes et que parfois certaines attitudes ou certains types de gouvernement, on aura sans doute l'occasion d'en reparler quand on discutera du populisme en France, pourraient être qualifiés de populistes alors qu'a priori ils ne sont pas qualifiés comme tels par les sciences sociales. Et peut-être d'un point de vue plus sociologique, il me semble qu'une forme de consensus ce dont on discute dans un champ donné est toujours relativement essentiel, même si évidemment ça ne va pas épuiser la discussion académique sur les termes que l'on emploie, mais dans le sens où ce cadrage conceptuel premier va calibrer l'analyse de la réalité sociale qu'on entend observer et emporter évidemment des conséquences pratiques, méthodologiques, politiques et épistémologiques, et puis tout simplement nous donner ou non la possibilité d'effectuer un travail de comparaison entre différentes situations données, parce qu'on aura préalablement décidé qu'elles étaient populistes ou non populistes. Et puis, voilà, peut-être pour les premières raisons qui motivent ce travail de clarification. Ceci dit, petite alerte avant de continuer, il est évident que je ne vais pas, dans les 10 prochaines minutes, clarifier définitivement toutes les imprécisions et les incohérences qui traversent le champ d'étude de la sociologie politique du populisme, d'autant plus que ce travail s'intègre dans des recherches déjà très très nombreuses sur le sujet. On en a déjà parlé ce matin.
Le populisme a déjà été envisagé comme logique du politique, comme dimension de la culture politique, comme stratégie, comme idéologie, comme syndrome politique, ou même comme style rhétorique. Et donc, je ne vais pas pouvoir faire la synthèse de tous ces travaux-là. Donc, je vais surtout revenir sur la définition de Müde-Kaltasser dont parlait Guillaume tantôt, selon lesquelles le populisme n'est pas une idéologie solide, pas un corpus d'idées applicables à la chose publique, mais au contraire, une idéologie fine reposant à peine sur l'opposition entre le peuple pur et les élites corrompues, et d'autre part sur la mobilisation de la souveraineté populaire. Donc, voilà ma première base. Cela étant dit, je vais un petit peu amender leur proposition et à la suite en fait de Frédéric Guillaume, je vais aussi rappeler que selon moi, le populisme n'est pas une idéologie du tout. Je crois que c'est avant tout une stratégie discursive qui, par essence, dépend de la mobilisation d'autres idéologies pour pouvoir exister dans l'espace public. Donc, pour les besoins de cette présentation, j'ai retenu une approche du populisme qui apparaît en principe au slide d'avant. Oui, parfait, merci beaucoup. Donc, c'est ça. Donc, ce serait la colonne vertébrale de mon intervention. Selon moi, je pense qu'on peut qualifier le populisme de cette manière, c'est-à-dire comme une stratégie discursive, je l'ai dit tantôt, généralement mise en œuvre en réponse à une situation de délitement social. Deuxièmement, remettant en cause l'orthodoxie politique, qui repose sur cette opposition binaire peuple-élite, les deux termes étant eux-mêmes des contenants imaginés et codépendants. Je vais y revenir dans la suite de la présentation. Et troisièmement, cette stratégie est orientée vers la captation d'un capital politique. Et cette stratégie donc, est par essence dépendante d'autres idéologies politiques qui vont lui assurer un contenu idéal et qui induiront non seulement le choix de certains marqueurs sociaux spécifiques pour la qualification de qui est dans le eux, qui est dans le nous, mais encore un certain degré de fermeture des clôtures sociales. J'ai dit captation d'un capital politique et je crois qu'en fait ça va faire écho peut-être à la présentation de Daniel, je ne sais pas s'il est encore là, mais en l'écoutant parler de la manière dont les populistes réagissaient aux crises et en particulier à la crise du Covid-19, je pense qu'on peut peut-être mieux comprendre l'essence du populisme au sens où il s'agit vraiment d'une stratégie de captation et ensuite de préservation du pouvoir politique indépendamment de l'idéologie ou de la qualité des services politiques rendus, pourrait-on dire. Donc je crois que c'était un petit peu ça c'est comme ça que j'ai compris aussi sa présentation sur les modes d'action des populistes par rapport en réponse aux crises. Voilà, donc ça c'est les premiers éléments de définition. Mais c'est sûr qu'en ayant dit ça, j'ai toujours pas répondu à ma question initiale, c'est-à-dire qu'est-ce qui explique la variété des populismes. Donc on va continuer un petit peu et passer au slide suivant et en venir au cœur de ma proposition, c'est-à-dire l'idée selon laquelle on peut reconsidérer la variété des populismes à partir de leur noyau commun, c'est-à-dire leur effort permanent de reconstruction de l'imaginaire et des frontières politiques par rapport à une normalité politique donnée. Ce qui veut dire que cette normalité politique peut être une démocratie libérale représentative, mais pas nécessairement. Pour étayer ma proposition, je vais développer deux idées dans la suite donc, de ma présentation. D'abord, je l'ai dit tantôt, le populisme comme reconstruction de l'imaginaire politique, et ensuite le populisme comme reconstruction permanente des frontières politiques et sociales. Donc, on peut passer au slide suivant. Alors, le populisme comme reconstruction de l'imaginaire politique, qu'est-ce que j'entends par là? Je vais rentrer un petit peu dans mon sujet. D'autres auteurs en parlent déjà un petit peu dans une certaine mesure. On le retrouve par exemple sous la plume de Fizzi, qui va nous parler d'un imaginaire moral particulier de la politique, une façon de percevoir le monde politique, pour qualifier bien sûr le populisme. On le retrouve également sous la plume de Müller, qui nous dit « Le populisme est une façon particulière de comprendre, d'imaginer la politique ». Et Rucht, enfin, pour sa part, va aussi insister sur la part imaginaire du populisme comme l'un de ses caractéristiques. Il nous parle d'imagination positive du peuple en tant qu'unité avec des intérêts homogènes et légitimes, opposés aux élites égocentriques, arrogantes, immorales et corrompues. Mais pour ma part, là encore, je présenterai les choses un tout petit peu différemment, dans le sens où je crois que le populisme agit d'abord comme un recadrage, une reconstruction des règles du jeu politique normal. Et par normal, je veux dire particulièrement représentatif et libéral.
reconstruction qui se traduit par un rebattage des cartes institutionnelles et des balises politiques et morales classiquement acceptées. Ce qui me semble donc au cœur du populisme, c'est cette reconstruction, non pas au sens utopique, mais au sens d'une transformation des fondements philosophiques, théoriques et moraux de ce que doit être la politique au sens large, et de ce que la politique serait finalement profondément, un conflit irrésolu et indépassable entre des camps aux frontières fermées et qui se manifeste par une volonté populaire unique qui ne serait, elle, pas traversée de contradictions internes. Le populisme porterait donc en son sein une reformulation des termes du débat politique. Ce qui est essentiel pour moi, c'est qu'il n'y a pas de proposition idéologique du tout, pas de proposition idéologique nouvelle dans le discours populiste. Donc l'arsenal idéologique est extérieur au populisme et lui donne une teneur que l'on doit analyser. Bref, il s'agirait d'une reconstruction non seulement cognitive, culturelle, mais une relecture de ces règles du jeu politique, ce qui est dissible, ce qui est envisageable en politique. Qu'est-ce que ça implique? Alors, beaucoup de choses. D'abord, ça va impliquer évidemment de ne pas nécessairement respecter les procédures ou les formes de représentation des contre-pouvoirs établis. On en a eu un exemple très récemment, bien sûr, avec les élections aux États-Unis. Quand je parle de contre-pouvoirs ou formes de représentation, je pense évidemment aux médias, aux cours constitutionnels, au Parlement, aux décisions judiciaires, aux résultats électoraux. Donc voilà, tout ce qui pourrait être qualifié de d'essence de la démocratie libérale ou de la social-démocratie en fonction des contextes dans lesquels on se situe. Deuxièmement, oui, je pense qu'on peut passer au slide suivant. Non, pardon. Deuxièmement, le populisme redistribue les cartes entre ce qui va ressortir du légal et ce qui va ressortir du légitime. Et par là, j'entends la volonté, la sensation, le sentiment. Je pense, donc c'est vrai. Troisièmement, va être systématiquement rappelée la primauté de la volonté du peuple, peu important en réalité que les leaders la fassent effectivement primer dans les décisions qu'ils vont ensuite prendre. Quatrièmement, ne vont pas être respectées les règles de la bienséance ou du protocole politique, et ce jusqu'à l'illusio, c'est-à-dire ces croyances fondatrices du champ politique et indiscutées par ses acteurs réguliers. Donc là, j'ai une foule d'exemples à vous donner, mais je vais essayer de m'en tenir à quelques-uns qui me semblaient plus parlants. On pourrait penser, par exemple, on peut parler de Trump, on pourrait penser à Trump qui refuse de féliciter son adversaire après sa victoire. On peut penser, même si ce n'est pas dans le registre du discours, à Bolsonaro qui n'honore pas une rencontre avec le ministère des Affaires étrangères français parce qu'il a une coupe de cheveux. On peut penser encore à des propos sexistes ou homophobes violents venant là encore de Bolsonaro, de Trump ou encore de Duterte. On peut penser aux appels, encore une fois, au viol ou à tuer certains opposants. Et puis, pour prendre un petit exemple français, on pourrait penser à cette histoire de pendre à un croc-de-boucher un opposant politique. En ce sens, le populisme vient repenser l'essence de la politique telle qu'elle est et doit être conduite, c'est-à-dire comme une guerre, comme une croisade. Et je pense ici à l'exacerbation volontaire des tensions communautaires en Inde par Modi, à l'exacerbation volontaire des tensions religieuses en France, le fameux grand remplacement exprimé par le Rassemblement national, ou encore sociétal. Et là, je pense au conflit imaginé entre le lobby marxiste culturel, le lobby gay, et la famille brésilienne et ses valeurs qu'on retrouve chez Bolsonaro. Enfin, la mobilisation stratégique d'un registre religieux, la tendance à l'évangélisation vont aussi participer de cette réimagination politique, tout comme la création de nouveaux termes. Je pense ici à la notion de journalope qu'on retrouve pour l'extrême droite française ou au terme de sorosovnie, verbe inventé par Orban pour qualifier le fait de critiquer George Soros. En ce sens, le populisme acquiert une dimension possiblement révolutionnaire, mais pas nécessairement, dans le sens où il peut aussi s'agir tout simplement de saper les bases du contrat politique et social relevant de l'ancienne politique, ce que la plupart des leaders populistes vont d'ailleurs revendiquer expressément. Ainsi, des critiques de la velia politica qu'on retrouve chez Bolsonaro, ou même de la critique de l'ancien monde chez Emmanuel Macron à un certain moment de sa vie politique. En ce sens également, le populisme fonctionne comme un formidable mobilisateur des affects collectifs, car il parle d'un besoin de transformation, oui, je vais conclure, de la manière de faire de la politique
et il répond et réactive un besoin d'être entendu pour la grande majorité des individus qui pourront se définir comme partie du peuple si le marqueur social qui détermine l'appartenance au peuple ne les en exclut pas franchement. C'est ce qui, à mon avis, permet déjà d'expliquer dans un premier temps donc le fait qu'on retrouve le populisme dans tout l'échiquier politique à différents niveaux décisionnels, municipal, fédéral, national et sous des formes nationales variées. Donc je ne pensais pas que j'étais déjà à 10 minutes ou 15 minutes, mais je vais du coup passer très rapidement à la deuxième partie de ma présentation, le populisme comme reconstruction des frontières sociales, qui, à mon sens, vient compléter la première partie. Parce que qu'est-ce que j'entends par reconstruction des frontières sociales? J'entends par là la définition permanente, de manière donc continue et non nécessairement cohérente, des groupes sociaux, donc qui constituent le nous et qui constituent le eux. Donc ces frontières politiques vont être constamment travaillées. L'opposition politique, on l'a déjà vu aujourd'hui, passe de manière relativement rapide, des élites financières aux technocrates, à la bureaucratie, en passant par les étrangers, l'État profond ou les religieux extrémistes. Je dis qu'il s'agit d'un mouvement de redéfinition permanent. Je dis ça parce qu'il me semble qu'à partir du moment où le populisme se fixe sur certaines frontières sociales et qu'il les gèle, on va dire, lui-même devient prisonnier ou hôte de l'idéologie qu'il avait mobilisée, initialement. Donc, du coup, notre analyse se déplace et passe du populisme à l'idéologie dans laquelle il a été lui-même pris, c'est-à-dire l'extrême droite, le conservatisme, le nationalisme, etc. Peut-être il me reste combien de temps exactement? Parce que j'ai un petit peu encore fait. Vous avez déjà parlé 18 minutes. Ok, merci. Ok, bon, je vais essayer d'aller rapidement. Donc cette reconstruction des frontières sociales va se focaliser prioritairement sur ce peuple imaginé et de l'autre côté sur une élite ou un ennemi imaginé également. Imaginé dans le sens où ces notions vont avoir une consistance pour les individus qui les mobilisent, mais ce qui ne veut pas forcément dire que ces catégories n'existent pas. Également, ce qui je pense est très important, ces deux catégories imaginées et réimaginées ne pourront pas être comprises l'une sans l'autre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas comprendre de quel peuple Mélenchon parle, par exemple, sans comprendre de quelles élites il parle également. En ce sens, la politique donc populiste vient repenser les points de conflit et simplifier les oppositions entre des camps facilement identifiables, cette fameuse polarisation populiste. Et par là même, c'est peut-être son point peut-être plus positif, pourrait-on dire, le populisme vient renforcer nécessairement le sentiment de communalité qui se nourrit de la mobilisation de ces frontières politiques et sociales. Donc ce que j'ai voulu faire en fait aujourd'hui, c'était montrer que le populisme se traduisait par un travail de redistribution des cartes du jeu politique et par une redéfinition permanente des frontières politiques. En réfléchissant au populisme comme une réinvention de l'imaginaire, j'ai voulu montrer que sa spécificité reposait sur une redéfinition des nœuds et des lignes de conflictualité qui participent aussi d'une mobilisation forte de leur soutien, permettant donc de saisir son pouvoir d'explication du monde et de réenchantement du politique. Je pense aussi que cette approche permet de comprendre l'extrême diversité des populismes et donc d'expliquer par son caractère caméléon à la fois ses variations locales en fonction de la normalité politique dans laquelle il va s'inscrire, son pouvoir d'auto-réinvention quasiment indéfini. Seule la rigidification, donc on l'a vu, des frontières va le conduire à être piégé par une idéologie haute. On va aussi expliquer sa capacité à se greffer sur des idéologies éclatées, voire contradictoires. Et enfin, va nous permettre de comprendre sa dépendance aux institutions existantes. Je pourrais revenir dessus dans les questions éventuellement. Voilà, je vais m'arrêter ici. Et merci beaucoup. Merci. Désolée, oui, le temps passe. Merci. On gardez vos questions et vos remarques pour la fin du panel. Et donc, je passe la parole maintenant à Olivier Bélanger-Duchesneau. Je vous rappelle de vous présenter en quelques mots. Merci. Oui, bonjour. Je vais être assez court pour la partie biographie, vu que c'est peut-être la moins intéressante. Là. Donc, je m'appelle Olivier Bélanger-Duchesneau. Je suis étudiant en sociologie à l'Université d'Ottawa, puis je travaille dans ma thèse sur le populisme, donc ça tombe bien. Pour cette présentation-ci, je focalise sur le populisme de gauche, comme précisément dans sa dimension épistémologique et politique, celle de Laclos et Mouffe. Donc, à partir des années 1980, Ernesto Laclos et Chantal Mouffe ont développé une œuvre théorique considérable
dont l'écho dépasse largement les murs du monde académique. Penseurs avertis du politique, on dit qu'ils exercent une forte influence sur le renouveau des gauches radicales en Europe et en Amérique latine. Car c'est en effet comme théoriciens du populisme de gauche que ces auteurs sont connus, projets politiques à vocation émancipatrice représentant pour eux une occasion de radicaliser la démocratie. Contre l'oligarchie et les populismes de droite, la tâche est la suivante, construire un peuple. Au-delà des positions politiques, cette dimension de la théorie populiste de Laclos et Mouffe nous amène donc à en interroger les fondements onto-épistémologiques qui s'expriment comme une appréhension radicalement constructiviste des appartenances collectives. Dans cette communication, nous nous intéressons effectivement à l'ontologie du populisme de gauche, traversant l'œuvre de ses auteurs, ayant la spécificité de définir le peuple en des termes essentiellement libéraux, soit comme l'agrégation d'une multitude. Nous procédons, pour ce faire, en 2 points. D'abord, il s'agira de préciser les grandes lignes de l'anthropologie de Laclos et Mouffe, dont la conception dissociative du social fournit le socle de toute pratique politique. Pratique politique devant se poser pour le populisme de gauche comme la construction d'un peuple. Une fois ces bases théoriques posées, il sera possible de préciser en quoi le populisme de gauche est conceptualisé à partir d'une ontologie sociale nominaliste qui refuse de saisir le peuple comme totalité synthétique, en mettant plus directement en tension cette théorie avec les perspectives dites holistes ou réalistes dialectiques, dans l'optique de dégager ce qui nous apparaît comme étant sa principale aporie, celle d'une possible essentialisation des catégories propres au libéralisme démocratique. Donc, premier point, division du travail, division du social, et construction du peuple. Dans leur important ouvrage « Hégémonie et stratégie socialiste », Ernesto Laclos et Chantal Mouffe posent les bases d'un projet théorique se présentant comme celui d'une radicalisation de la démocratie. Dans cette étude dite post-marxiste, les auteurs entendent renouveler la critique sociale contemporaine en dépassant, à partir du concept gramscien d'hégémonie, les apories d'un matérialisme historique jugé trop déterministe. Suivant une approche radicalement anti-essentialiste, qui est le fruit de l'influence post-structuraliste, Laclos et Mouffe proposent une nouvelle théorie de la lutte politique qui ne fait plus de l'affrontement de classe le seul rapport exprimant la domination sociale, ni du prolétariat l'agent ultime de transformation de la société. Il s'agit plutôt d'envisager le social comme un espace traversé par une pluralité d'antagonismes où se déploie donc une multiplicité de luttes hégémoniques que la gauche doit activement investir en tâchant d'articuler ensemble les nouvelles demandes démocratiques, c'est les nouveaux mouvements sociaux, le féminisme, l'écologie, l'antiracisme, etc., dans le cadre d'un approfondissement radical des valeurs d'égalité et de liberté. Puisant dans les enseignements de Foucault et Derrida, autant que dans ceux de Gramsci, Laclos et Mouffe appréhendent effectivement le social comme un espace discursif qui est mis en tension par une multitude d'antagonismes. En effet, si le social s'exprime toujours comme une entité discursive, il est intrinsèquement en proie à des rapports de force. Tout discours, je les cite, se présente comme une tentative pour dominer le champ de discursivité, pour arrêter le flux des différences, pour construire un centre. Fin de la citation. Le discours dominant, hégémonique, est la forme qui soutient momentanément l'ordre social, ordre à comprendre comme l'articulation temporaire et précaire des pratiques hégémoniques qui ont pour but d'établir un ordre dans une situation de contingence. Ouvert et marqué par la négativité radicale, le social chez Laclos et Mouffe est immédiatement politique, ontologiquement divisé et n'étant jamais véritablement totalisé, représentant en lui-même une sorte de lieu vide, pour reprendre le terme qu'ils reprennent eux-mêmes à Claude Lefort. Ce lieu vide est, comme nous l'avons souligné, rempli par des articulations hégémoniques qui constituent la pratique politique par excellence. La pratique articulatoire, qui est jamais totale, convertit les éléments en des signifiants flottants, flottants car résistant toujours à l'unification. La performance d'une articulation hégémonique est ce qui génère le lien politique à comprendre, lien politique qui doit consister, selon les visées de la démocratie radicale, en la création d'une chaîne d'équivalence entre les diverses luttes démocratiques contre différentes formes de subordination. Dans la raison populiste, Ernesto Laclos poursuit l'entreprise entamée aux côtés de Mouffe en proposant un questionnement de la nature et de la logique de la formation des identités collectives.
C'est dans cet ouvrage que sont posés plus précisément les jalons du populisme de gauche, en revalorisant d'abord, contre les idées reçues, le terme même de populisme. Inhérent aux politiques, le populisme consiste, selon Laclos, en la construction d'une opposition populaire, en la formation d'une frontière intérieure antagoniste séparant le peuple du pouvoir, ainsi qu'en l'articulation de demandes équivalentes qui rend possible l'émergence du peuple. C'est sur cette frontière qui oppose un nous et un eux, comme il a déjà été mentionné par plusieurs participants, que se forme l'identité populaire, en fédérant des demandes construisant activement ce peuple, que Laclos définit comme la cristallisation d'une chaîne d'équivalence, où l'agrégat tente à former un nouveau discours hégémonique. Afin d'illustrer son propos, le philosophe argentin renvoie à la distinction romaine entre la plebs et le populus. Si la première ne représente qu'une partie de la population, les défavorisés ou les subalternes, la seconde, quant à elle, renvoie à l'intégralité du peuple. Cette unité, suivant la perspective du populisme de gauche, est une véritable fiction, mais a une fonction discursive qui est bien réelle. Nous avons besoin d'une plebs, comme l'écrit Laclos, qui prétendent être le seul populus légitime, c'est-à-dire d'une partie qui veuille jouer le rôle de la totalité de la communauté. En tant qu'expression d'un autre nous, en guillemets, l'unité, encore une fois en guillemets, du peuple émergeant de la cristallisation des demandes de la plebs fournit le modèle du populisme de gauche qui s'oppose nécessairement, en plus de s'opposer aux dominants, à un populisme de droite. En effet, si la théorie populiste de gauche pense le peuple à partir d'une construction populaire qui est conçue comme une fédération de dominés, celle de la plebs, en mesure de se subjectiver comme démos, l'approche droitière du populisme tendrait de son côté à parler du peuple en termes d'ethnos, comme totalité homogène, sans clivage interne. La conception homogène du peuple caractérisant le populisme de droite, qui nie le pluralisme inhérent au social, opère paradoxalement, selon Mouffe, d'importantes exclusions. Quand il sort de la communauté les immigrés, ne prend pas en considération, quand il n'y est pas carrément hostile, les demandes démocratiques des mouvements féministes, LGBTQ, écologistes, etc. Proposant une narration substantielle de la nation et de la culture, le populisme de droite conçoit son peuple à partir d'une approche essentialiste. Or, le peuple, écrit Mouffe, je la cite, n'existe pas avant l'acte performatif qui lui donne naissance et ne peut pas être saisi au moyen de catégories sociologiques. Fin de la citation. Le populisme de gauche, par son caractère radicalement anti-essentialiste, propose donc une conception plus inclusive du peuple, permise justement par le regard constructiviste qu'elle porte sur les identités sociales. L'articulation des demandes démocratiques donne corps à une nouvelle construction discursive du peuple. Le populisme de gauche se présente, selon Chantal Mouffe, comme une stratégie contre-hégémonique face à la post-démocratie néolibérale, ayant éjecté l'affrontement politique de la société. Donc, deuxième point, le nominalisme ontologique contre la totalité synthétique. Dans un article portant sur les interprétations de la théorie marxienne, mais dont la portée est bien plus large, le politologue Gilles Labelle distingue deux types d'ontologie, l'ontologie sérielle et l'ontologie réaliste dialectique. La première, ayant eu une importante postérité dans la pensée critique contemporaine, renvoie à une compréhension du social en termes de sérialité, c'est-à-dire qu'il s'agit d'envisager la société comme un espace traversé par une multitude de rapports de force et où toute conception du tout ne se trouve qu'à être l'expression d'une partie plus puissante. Ce sont les dominants qui, par le moyen de leur position privilégiée dans le mode de production, le capitalisme, imposent leur idéologie à l'ensemble du monde social, idéologie se posant comme universelle, mais n'incarnant finalement que le particularisme de leurs intérêts de classe. Cette ontologie sérielle, qui caractérise un certain marxisme et qui est loin de se limiter,
est directement reliée à l'appréhension nominaliste du monde, où seuls les partis, les êtres singuliers, ont une consistance ontologique, par opposition au tout, à l'ensemble, qui n'est en conséquence qu'un nom donné par convention à une addition ou à une somme de parties. En effet, ce nominalisme ontologique, qui est propre aux théories sérielles, s'oppose radicalement aux pensées réalistes dialectiques, pour lesquelles la totalité a un mode d'existence propre. Le réalisme ontologique, au-delà d'une naïveté de sens commun, trouve une de ses expressions en sciences sociales, notamment dans le holisme, la socio-anthropologie française, pour laquelle, suivant la fameuse formule durkheimienne, le tout n'est pas réductible à la somme de ses parties. Ce tout est la société qui s'incarne dans des représentations et des institutions collectives. La pensée dialectique, hegelienne ou marxienne, traditionnellement, fait également de la totalité un pilier de sa théorie. L'esprit objectif ou le capital sont à comprendre comme des réalités débordant leur seule nomination. Les parties ne sont pas seulement irréductibles, mais reliées à la totalité par des médiations, pouvant autant s'exprimer sous la forme d'institutions politiques, donnant encore à la citoyenneté comme l'État hegelien, que par un type de pratique sociale comme la forme de travail chez Marx, qui renvoie le sujet salarié à la valorisation capitaliste. Le réalisme sociologique conçoit donc la société comme une totalité synthétique a priori, dont l'existence est actualisée par le caractère toujours symbolique des pratiques sociales comme individuelles, et où l'arrimage du sujet aux médiations langagières, culturelles, institutionnelles confirme sa nécessaire inscription dans une communauté de sens. En effet, comme le souligne Michel Freytag, le sens est l'a priori de l'identité, comme l'institution prise dans son sens large est, chez Marcel Mauss, l'ensemble d'actes ou d'idées instituées que les individus trouvent devant eux et s'imposent plus ou moins à eux. Ces institutions du sens, que Marcel Mauss qualifie de vivantes, ne sont pas figées dans une essence, s'exprimant dans une pluralité de formes à travers l'histoire humaine. Puisant le gros de leurs intuitions onto-épistémologiques dans le post-structuralisme, la pensée de Laclos et Mouffe peut être rapprochée de ces ontologies sérielles, refusant toute totalisation a priori de l'être social. La société, selon eux, est en fait une impossibilité logique parce que, je les cite, « tout en elle est habité par ses limites qui l'empêchent de se constituer comme une réalité objective ». La division ontologique du social marquerait donc l'impossibilité de la totalité, car elle nierait les antagonismes qui traversent l'espace politique. Ce type d'affirmation semble révéler, selon notre point de vue, les apories de l'ontologie sérielle du populisme de gauche qui se présente comme intégralement constructiviste. Le refus du concept de société chez Laclos et Mouffe, au nom d'une anthropologie de l'antagonisme radical, s'exprime d'abord paradoxalement comme essentialisation de l'ordre démocratique, dans le sens où est oublié le moment social historique de l'institution de la démocratie. En effet, si les contradictions sociales sont probablement immémoriales, il n'en demeure pas moins que son institution est un produit de l'histoire, celui de ce que Claude Lefort appelle la révolution démocratique. La démocratie moderne, qui reconnaît la légitimité du conflit, de l'agonistique, a d'abord eu besoin d'être fondée afin de se mettre à distance de ce qui peut directement saper ses fondements. Elle repose donc sur des institutions concrètes, celles qui délimitent le champ d'action d'une communauté politique donnée, qui servent de tiers à l'affrontement partisan. Elles aménagent, grâce au pouvoir, un espace proprement politique. Or, Laclos et Mouffe refusent le caractère a priori du pouvoir institué, qui donne une certaine unité à un peuple politique et national, au-delà de ces lignes de fracture qui sont pourtant bien réelles. En effet, pour les théoriciens du populisme de gauche, le pouvoir n'est jamais fondationnel, ce qui tente à réduire le social à une multitude de rapports de force. Le peuple de la gauche, tel qu'envisagé par Laclos et Mouffe, dans ces conditions, ne représente que l'articulation momentanée d'une collection de demandes non comblées par l'ordre en place, peuple à construire contre ce même ordre. Pourtant,
L'efficacité de la stratégie populiste ne réside-t-elle pas justement dans sa capacité à mobiliser des affects renvoyant à un certain imaginaire du peuple, notamment la nation, s'inscrivant dans l'histoire concrète d'une communauté qui l'érige comme les détenteurs de la souveraineté, comme une communauté de citoyens? L'anthropologie constructiviste du populisme de gauche, qui est intrinsèquement nominaliste, oublierait donc les conditions de formation d'un sujet politique se posant comme peuple, sous prétexte de refuser toute perspective dite essentialiste qui renverrait, souvent à raison, aux impasses du populisme de droite. C'est donc une ontologie qui tendrait à verser dans une appréciation purement libérale du politique, refusant l'ancrage symbolique que représente le peuple pour une communauté politique démocratique, ouverte et difficilement figurable, mais renvoyant quand même à une histoire et une mémoire commune, à un horizon de sens et à des institutions particulières. Le philosophe Vincent Descombes, reprenant les critiques déjà formulées par Aristote, exprime bien l'impasse que représente l'enjeu métaphysique qui est le refus nominaliste des totalités données. En effet, si un fleuve est une entité intrinsèquement en mouvement, un courant d'eau permanent qui n'est jamais identique, de même, une cité est un flux de génération qui tire son identité dans le temps de ses lois et de ses mœurs. C'est la sédimentation réelle de la cité, d'un peuple donné qui refuse le constructivisme radical de Laclos et Mouffe, le social ne se donnant que sous la forme d'une multitude, un peu comme les gouttelettes d'un fleuve, ne faisant communauté qu'au moment performatif qu'est l'addition des demandes sociales. Anthropologie tendanciellement atomisante, s'accordant particulièrement bien avec les vues du contractualisme néolibéral, où il n'existe que des individus. Donc, voilà. Ok, merci d'avoir tenu le temps. Donc, on a à peu près une demi-heure encore pour faire la discussion. Je vais quand même faire une ou deux remarques brèves, peut-être moins individualisées puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Apparemment, vous avez déjà discuté dans le panel précédent, effectivement, de la nécessité d'avoir des perspectives historiques. Donc, moi, c'est vrai qu'en tant que chercheuse qui travaille plutôt dans le passé, je trouve toujours intéressant quand même de lier ces discussions conceptuelles avec des pratiques. Mais ça, c'est aussi mon côté féministe. Et c'est vrai que je pense que beaucoup de ces discussions seraient enrichies par la prise en compte de la réalisation, de la mise en perspective temporelle des usages des termes. Et là, c'est un autre point, c'est que ce qui m'a frappée dans plusieurs des interventions, c'est qu'en fait, le terme de populisme, comme ça vient d'être relevé d'ailleurs, est utilisé par des acteurs différents. Et par exemple, je pense qu'effectivement, il est revendiqué, par exemple, dans le populisme de gauche par les acteurs qu'on qualifie de populistes de gauche, alors qu'il n'est pas forcément revendiqué par des acteurs plutôt à droite de l'échiquier politique. Et je pense que c'est intéressant de savoir quand on parle de ça, du coup, de quel discours on est en train de parler. Et en gros, de traiter la qualification populiste comme un fait social en soi à situer. Et je pense que c'est une partie notamment du travail que fait Djamila sur la sociologie des émotions et comment ce registre de discours finalement construit un imaginaire et une sorte de code moral par rapport aux politiques. Et dans le même registre un peu de la difficulté, peut-être la nécessité de distinguer les catégories du discours analysé, que ce soit celui des auteurs ou des acteurs politiques, ou de la presse, etc., et nos catégories analytiques, parce qu'il s'agit, pour comprendre peut-être ce que sont ces discours populistes, il me semble,
de se méfier, de ne pas tomber dans les catégories du discours populiste. Et notamment, je pensais là à la distinction élite-peuple, notamment, et à le fait de se positionner dans un discours populiste comme étant en dehors de ces élites, alors qu'on sait par exemple que c'est extrêmement irréaliste quand on regarde qui sont les acteurs que l'on qualifie de populistes, par exemple. Et donc, c'est toujours la difficulté je pense, de ne pas reprendre ces catégories pour pouvoir se positionner en dehors de cette opposition. Et en particulier, c'est peut-être la petite Suisse en moi qui réagit, qui vient d'un système démocratique qui pratique la démocratie directe de façon un peu plus étendue que certains autres pays, et qui a grandi à l'école avec un manuel d'éducation civique qui s'appelait « L'État, c'est nous ». Et vous voyez où je veux en venir, c'est-à-dire de rappeler, je dirais des difficultés face à certains discours, c'est de rappeler effectivement que les citoyens, le peuple, les habitants, ça dépend un peu quelle catégorie, quel angle on prend, sont pas en dehors de la politique, justement, ils sont pas en dehors des institutions politiques, même dans un système de démocratie libérale très parlementariste qui limite, je dirais, la démocratie, la partie directe de la démocratie à l'élection de représentants. Donc, j'ai peut-être quelques remarques un peu pour essayer de lancer ces réflexions sur l'usage de ces catégories. Je n'ai pas plus de commentaires très spécifiques, mais je propose peut-être d'ouvrir la discussion, puisqu'on est quand même quelques-uns. Je vous propose de lever la main si vous voulez parler ou intervenir, et si possible d'allumer votre caméra quand vous parlez pour qu'on puisse se voir et humaniser un peu nos échanges. Ok, donc j'ai Antoine Cholet là dans la liste. Ouais, vous m'entendez? Merci beaucoup pour les présentations et bonjour à celles et ceux que je connais. J'avais une question pour Stéphane et une autre pour Djamila. Stéphane, si j'ai bien suivi ta présentation, tu opposais donc disons tendance populiste ou de dimension populiste de la démocratie et tendance constitutionnaliste libérale, mais ce faisant, disons, tu passes un peu sur et disons que historiquement ça, et politiquement ça a un sens, tu passes sur la légitimation, disons, populiste et démocratique de la Constitution et de la défense des droits. C'est-à-dire, tu fais comme si les droits et la Constitution venaient d'ailleurs, et notamment des juristes, des serviteurs de l'État, de l'administration, que sais-je encore, alors que, et en particulier dans la dimension constitutionnelle, on peut très bien dire que c'est une dimension elle-même populiste, puisque les constitutions sont votées par le peuple, et elles sont arrivées par des manifestations et même des insurrections populistes. Alors, quelqu'un a mentionné la Révolution française tout à l'heure, c'est un très bon exemple. On pourrait parler de certains moments de la Révolution américaine, mais on peut parler de tous les autres moments constituants. Le cas nord-américain étant très clair, une partie des élargissements de la démocratie aux États-Unis ont été provoqués par un des seuls mouvements qui s'appelle lui-même populiste, c'est-à-dire le mouvement du People's Party à la fin du 19e siècle. Donc, je voulais peut-être t'entendre un petit peu sur est-ce que tu forces pas un peu l'opposition, et ce faisant, en ramenant ce que tu appelles tendance constitutionnaliste libérale sur quelque chose qui est un peu différent, qui serait peut-être l'État, qui serait peut-être l'administration ou autre chose, tu ne donnes pas, disons, une vision un peu trop limitée du populisme, de ce que pourraient être ces tendances populistes. Et là, je ne sais pas si j'ai été clair, mais tu me demanderas si jamais. Et la question pour Djamila, c'est alors, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une remarque. Dans son intervention de 1967, Isaiah Berlin avait parlé du complexe de Cendrillon à propos du populisme, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, dans les années 60, on définissait le populisme d'une manière théorique tout à fait parfaite, et puis on ne trouvait aucun exemple. Alors que là,
ce à quoi on assiste depuis quelques années, depuis peut-être une vingtaine d'années, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire, moi, c'est ce que j'ai appelé l'ère du catalogue de Don Giovanni, c'est-à-dire qu'on fait la suite de tous les exemples possibles et imaginables de populisme, entre guillemets. Alors, c'est Bolsonaro, c'est Trump, chaque jour, il y en a un nouveau qui apparaît. Et puis, on essaie de trouver une définition dans laquelle ils rentrent tous. Le cas extrême de cette démarche, c'est celui de Casmudet et Calvasser, dans leur petit bouquin, où en fait, ils font la liste, puis ensuite, ils inventent une définition, puis ils disent « Ah, mais c'est génial, la définition correspond à notre liste ». Ce qui est complètement tautologique. Donc, il faut choisir. Soit on parle de ce qui est qualifié de populiste par le discours à la fois en partie politologique, disons, et médiatique, mais dans ce cas-là, il ne s'agit pas d'une définition théorique, parce que ça rassemble des pommes et des poires. Soit on essaie de donner une définition théorique, mais alors dans ce cas-là, il faut exclure toute une série d'exemples. Et si on prend une définition historique du populisme, on va devoir exclure tous les exemples de populisme de droite, comme on l'appelle, parce que ça ne correspond pas du tout ni au People's Party, ni même, dans une certaine mesure, au populisme latino-américain, ni non plus aux exemples russes, aux exemples d'Europe orientale dans l'entre-deux-guerres. Donc voilà, c'était juste. Merci Antoine. Est-ce que Stéphane et Jamila, je vous laisse répondre. J'arrive, excusez-moi. Merci beaucoup Antoine, c'est évidemment une excellente question et tu as tout à fait raison. J'ai durci le trait à dessein d'une certaine manière pour fonctionner de façon idéale typique dans une réflexion qui s'appuie aussi, comme tu le sais, sur Mény-sur-Elle ou sur Taguieff, etc., qui ont eux-mêmes essayé de distinguer ces deux pôles. Quand je parle de deux pôles, c'est évidemment pas, et j'ai essayé de le dire à quelques endroits, mais et sans doute, bien entendu, en durcissant le trait, ça a pu échapper, qu'il y avait là donc une polarité, donc un continuum entre les deux, et non pas un dualisme radical, puisque tu as absolument raison. Dans une grande mesure, les constitutions sont le produit d'une activité qu'on pourrait dire populiste ou populaire, etc. Ce qui est ici en cause, c'est évidemment la réification des catégories, quand justement, à partir d'une origine dans un principe constituant, ce qui est la dimension populiste a l'impression, à tort ou à raison, et ça bien sûr c'est éminemment discutable, que les régulations juridiques et économiques paraissent totalement hors de portée pour différentes raisons, dont une naturalisation des catégories. J'ai abordé plusieurs fois la question des droits humains et de leur compossibilité, par exemple, et de leur manifestation et de leur expression dans leurs différentes contradictions. C'est une réelle question, parce qu'on pourrait bien penser, évidemment, que la majorité des populations dans les démocraties sont bien évidemment en faveur des droits humains tels que présentés abstraitement. Ensuite, lorsque, d'après la fameuse phrase de Marcel Gauchet, les droits humains ne sont pas une politique, quand ils doivent devenir quelque chose de politique, eh bien là, il s'agit de savoir jusqu'à quel degré on peut réfléchir dessus, sur à quel degré peut-on remettre en question. Et quand on parle évidemment des chartes ou des constitutions, on est là maintenant, notamment dans l'Union européenne, comme tu le sais, très loin de certains aspects qui sont dépolitisés, puisqu'ils sont envoyés à des cours non élus qui viennent régler en amont ce qu'il est possible, sur quoi il est possible de délibérer ou de ne pas délibérer, y compris dans la sphère économique, y compris dans la sphère, dans la sphère des droits, etc. Donc, je pourrais dire, pour te répondre, tu as raison dans la dialectique des deux pôles, mais le hiatus, la béance qui s'instaure, à mon avis, dans les 30 dernières années, fait que justement les deux pôles paraissent essentialisés d'une certaine manière sur quoi il faudrait revenir. Merci pour la question. Oui, merci beaucoup pour la remarque. Je ne suis pas sûre qu'il y avait une question vraiment, donc je ne suis pas très certaine de savoir comment y répondre, mais je suis d'accord avec vous dans le sens où on aura peut-être une tendance à avoir une sorte de catalogue à la Prévert quand il s'agit des populistes. Et du coup, c'était un petit peu ça l'enjeu de ma présentation. Je ne sais pas si c'était vraiment clair, mais mon idée, c'était de dire il faut qu'on arrive avec une définition qui soit moins essentialiste, moins minimale, peut-être un peu plus longue et un peu plus touffue. Mais bon, ça, j'ai une formation en droit, donc j'apprécie vraiment les définitions longues, copieuses, qui disent bien ce qu'elles veulent dire. Et puis, mon idée en parlant du travail de reconstruction de l'imaginaire politique, c'était plutôt de donner un outil pour nous en tant que chercheurs, d'un point de vue théorique, pour pouvoir opérer un repérage du populisme quand il se manifeste
et sortir un peu d'une opposition entre populisme de droite, populisme de gauche, et essayer de peut-être pouvoir le repérer même dans des moments historiques auxquels on n'aurait pas forcément pensé. On parlait de la Révolution française, on pourrait le voir effectivement comme un moment populiste qui a mobilisé un registre discursif populiste. Donc c'est ça. Je ne sais pas si ça a aidé, mais c'était l'objectif. Merci. J'ai pour l'instant personne. Je vais faire moi-même une question. Je me disais donc effectivement une des trames, disons, qui je pense était filée dans vos présentations, même si elles traitent la question de façon très différente, c'était la question finalement de savoir si ces phénomènes qu'on s'entendra à qualifier de populistes sont intrinsèques ou extrinsèques à la démocratie, c'est-à-dire à la fois est-ce que c'est les conditions du système démocratique qui permettent ça, mais même si ça les menace, même si ça menace la démocratie, ou est-ce que c'est un phénomène particulier? Et j'avais peut-être une question à Olivier dans ce sens-là. Je ne suis pas une spécialiste de la Chloé Mouffe et donc je ne peux pas discuter en détail la lecture qui en a été faite, mais je me demandais effectivement dans cette vision de la société ou de la non-société en l'occurrence apparemment, si du coup le phénomène qui est défendu comme étant un populisme de gauche est censé quel est son caractère? Quel est son caractère de spontanéité ou de phénomènes attendus dans l'organisation de la société ou du social aujourd'hui. C'est un peu une question naïve du lecteur que tu es. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair, mais... Est-ce que vous pourriez reformuler? Je ne suis pas sûr d'avoir compris. C'est-à-dire que ce que je comprends mal en fait dans l'approche de Laclos et de Mouffe, c'est... Bon, voilà, que la société soit faite de rapports sociaux, qu'on veut appeler ça autrement. Moi, je pense que c'est pas tellement ça l'enjeu personnellement que j'ai envie de discuter. Mais par contre, ce que je comprends mal, c'est finalement si le populisme de gauche, disons, qui est défendu, est considéré comme étant un phénomène naturel de cette conflictualité du social, ou si c'est quand même l'objet d'une action politique. Voilà, peut-être est-ce que c'est plus clair? Oui, mais en fait, je pense que c'est les deux. Je pense que la façon dont ça semble être présenté dans la continuité de leur œuvre, c'est que, mettons, si on regarde la raison populiste de Laclos, le populisme, c'est la continuité d'une chose qui est posée comme étant radicalement politique, qui est celle de l'opposition conflictuelle, puis le travail populiste en lui-même, c'est la construction de cette entité conflictuelle qui va directement s'arrimer avec l'ordre qui se pose comme étant un champ d'affrontement entre de multiples positions antagonistes. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, donc c'est pas nécessairement le populisme d'un tribun, quoi. Je veux dire, c'est juste la construction d'une opposition aux institutions, c'est ça? Mais le tribun fait partie de ce travail de construction-là. Ok, merci. J'ai quelqu'un, Elke Winter, je crois, m'a demandé la parole. Oui. Merci Stéphanie. Attends, je vais me... bon, donc, oui, j'ai une question pour Stéphane. Stéphane, c'était extraordinaire, comme souvent, comme toujours, j'allais dire. Vraiment, ton opposition de la dualité qui a été déjà mentionnée m'a vraiment intriguée. Donc, l'opposition de la volonté du populaire contre la règne du droit. Toutefois, par la suite, tu as associé à la sphère économique du côté juridique. Et ça m'a intriguée. Peut-être c'est un peu mon approche trop weberienne. Je me disais, je trouve ça intéressant, mais j'aimerais savoir, est-ce que c'est associé aux sphères
juridique ou ça devrait être un troisième pôle? Et qu'est-ce que ça fera si on le ferait autrement? Je trouve ça, j'explique un peu pourquoi je pose la question, parce que si on... le jumelage, je trouvais c'était très fort, mais je ne suis pas sûre si elle est juste. Je suis d'accord avec toi qu'effectivement, il y a une prééminence, la technocratie, etc. Ça a vraiment augmenté les dernières années. Et bien sûr, si on ajoute cette idée d'une gouvernance néolibérale, elle rentre exactement dans ce champ-là. Et donc, ton jumelage entre sphère économique, sphère juridique me semble très, très éclairant. Mais encore une fois, je me demande s'il ne faut pas mettre l'économique sur un troisième élément et qu'est-ce que ça fera à ton modèle ou cette idée d'un dualisme. Deuxièmement, excuse-moi, j'ai peut-être une remarque s'il y a quelqu'un d'autre pour Jamila, et peut-être un peu injuste, mais je vais quand même la lancer et tu répondras ou répondrez si je suis trop à côté, vous me le dites. Je sais que vous êtes en train de faire une reconstruction du populisme comme imaginaire politique. Et pendant votre exposé, j'ai pensé quand même à la sphère publique et à cette explosion médiatique qu'on est en train de vivre, à la crise de la sphère publique, aux médias sociaux, etc. Et je me demandais jusqu'à quel point ça pourrait avoir effectivement, comment est-ce que vous imaginez une reconstruction de cette image politique à l'ère de cette explosion médiatique. Je sais que c'est un peu injuste, comme je disais, vous voulez plus dans la théorie, mais je voulais quand même le lancer et vous prendrez la question ou vous la laissez à côté. Merci. Oui, vas-y Stéphane. Merci, j'attendais que vous me donniez la parole. Merci beaucoup, Elke, tu as absolument raison. Il y a ici une ambivalence sur le terme juridique que j'aurais peut-être dû évidemment préciser. C'est un peu le problème, on écrase les concepts. Évidemment, il fallait distinguer, quand je disais juridique, en fait, la loi comme émanation de la souveraineté populaire, qui là peut être mise du côté du juridico-politique, d'une certaine manière, et ce qu'on appelle, alors il faudra trouver un autre nom, c'est discuté par les juristes, et je ne suis pas juriste, mais quand on les lit, on voit bien que depuis une trentaine d'années, il y a une tendance critique de ce côté-là, on va dire la multiplication des normes qui ne sont pas directement atteignables ou modifiables facilement, j'allais dire, que ce soit par référendum, par vote même d'élus. Il s'agit pas, je serais assez critique sur l'idée de dire que le populisme est une critique de toute médiation, parce qu'en général, c'est une critique des médiations en place. Alors, bien sûr qu'il y a une rhétorique qui va dire ces médiations-là sont extrêmement problématiques et donc est-ce que toute médiation, etc. Mais en réalité, bien entendu, tout le monde sera ici d'accord, je pense, les chefs des partis populistes, en général, ne font bien sûr pas partie du peuple au sens où eux-mêmes nomment le peuple, même si, comme on le disait tout à l'heure, le fait d'apparaître sans cravate peut être populaire, etc. Mais je veux dire, les partis populistes au pouvoir nomment des élites aussi et sont bien contents de dire, voyez, il y a des élites qui partagent notre vision du peuple, etc., contrairement aux élites corrompues du monde d'avant, etc. Donc, il faut faire attention avec ici, entre la rhétorique, la pratique, ça a été souligné, c'est tout à fait juste. Donc, je voulais dire que le juridique s'associe à l'économique dans maints domaines de la vie sociale depuis une trentaine d'années, quand, par exemple, des traités internationaux sont signés par des gouvernements jugés comme étant minoritaires ou peu légitimes, parce qu'il y a beaucoup d'abstentionnisme, etc., que des chartes sont réglées au niveau européen, par exemple, ou est-ce que c'est vrai? Alors, les documentations sont contradictoires là-dessus, mais le chiffre très classique utilisé par le Rassemblement national, c'est que 2/3, c'est apparemment assez faux, mais bon, 2/3 des lois votées à l'Assemblée nationale proviennent de directives européennes, donc de commissions non élues, etc. J'ai bien précisé dans mon papier que pour la plupart du temps, ce sont des gouvernements élus qui se départissent de leurs compétences et de leur rapport, de leur contrôle de la loi, etc. Donc, il s'agit ici de la création d'une sphère qui, comme tu le disais, associe par exemple des déréglementations
économique avec des origines de la norme qui dépasseraient tout contrôle possible par les souverainetés nationales et populaires, comme le fait que des entreprises peuvent porter plainte devant les États pour non-respect d'un traité de libre-échange, par exemple, ou comme le fait que les pays dans l'Union européenne n'ont pas la possibilité aujourd'hui, par exemple, selon les traités passés, de rétablir la peine de mort, par exemple, y compris si 70% à un moment de la population votait pour la peine de mort. C'est contradictoire avec leur appartenance à l'Union européenne et ça les ferait de facto sortir de l'Union européenne. Donc, ce sont des limites et on pourrait bien dire, comme Antoine le soulignait tout à l'heure, qu'à un moment donné, et ce serait très discutable quand même, pour le cas de la France, par exemple, le refus du traité de Maastricht, etc., on pourrait discuter la manière dont le peuple ou la majorité, soit par un gouvernement élu, soit par un vote, a accepté de se soumettre à des traités, la question, ou à des chartes, etc. La question après, c'est quel pouvoir la majorité a-t-elle sur ces normes-là et les conséquences de ces normes-là, que ce soit dans le monde juridique, sur les cours, sur la Commission européenne des droits de l'homme, par exemple, qui vient régler contre les États, parfois, ce qui se passe au niveau national. Les États qui légifèrent, enfin, les gouvernements qui légifèrent au nom d'une majorité populaire à un moment donné, je veux dire. Tu vois, c'est cette contradiction-là que je voulais mettre en œuvre, mais tu as raison, le mot juridique ici n'est pas assez précis pour distinguer ce qui relève d'une émanation à un moment donné d'une majorité dans une population et ce qui ensuite échappe totalement ou très très largement au contrôle d'une majorité à un moment donné, d'une majorité historique. Merci beaucoup, ça me permet de le préciser. Merci. Jamila, vous voulez… Oui, merci beaucoup. C'est vraiment intéressant ce que tu dis, Stéphane, et en fait, ça m'a fait penser à… C'est vraiment intéressant parce que ça m'a fait penser à deux choses avant de répondre à la question. La première, c'est effectivement la question du rapport plus ou moins ténu, plus ou moins solide, on va dire du rapport démocratique plus ou moins solide. Donc, plus on s'éloigne et plus le lien démocratique est faible, parce qu'on pourrait, dans le sens où tu prenais l'exemple des directives européennes, des directives communautaires ou des accords commerciaux internationaux, on peut toujours dire qu'il y a un lien démocratique à un moment donné, dans le sens où, c'est ce que tu disais, les personnes ont été élues, elles ont été mandatées par des élus, et donc du coup, d'une certaine manière, c'est vaguement démocratique. Donc je trouve que ça pose la question de la solidité de ce lien-là. Et la deuxième, ça m'a fait penser à l'ouvrage de Alain Supiot, Gouvernance par les nombres, qui, je trouve, pose la question de manière encore un peu différente, en s'interrogeant moins sur la qualité du lien démocratique que sur qu'est-ce que devient la norme à un moment donné et qu'est-ce qu'elle produit. Voilà, du coup, ce n'est pas mon sujet, donc je vais revenir à ma question. Et merci pour la question, Elke. En fait, comme je n'ai pas travaillé sur la question de l'explosion médiatique ou des nouveaux médias sociaux, je vais juste formuler une hypothèse. J'ai l'impression que ça, si j'ai bien compris ta question, j'ai l'impression que c'est un phénomène qui s'insère dans ce que j'ai essayé de montrer, dans le sens où, par exemple, que ce soit le recours à Twitter ou que ce soit le recours à… oui, je vais voir ça après. Donc, que ce soit le recours à des chaînes YouTube, par exemple, je pense à Jean-Luc Mélenchon ou François Ruffin qui vont avoir leur chaîne YouTube directement dans laquelle ils vont s'adresser aux électeurs, mais sans espace de contradiction. Ça s'insère dans un travail de réimagination, de reconstruction du politiquement normal. Et en ce sens, c'est des outils qui sont vraiment mobilisés par les populistes. Et donc, je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question, dans le sens où je ne sais pas si je dirais que l'explosion médiatique est liée au populisme, mais en tout cas, je pense que la manière dont ces médias-là sont mobilisés par les populistes participe du travail de reconstruction de l'imaginaire politique. Merci. C'était pour faire le débat. C'était une des idées qui m'est venue quand tu parlais. Et donc, oui, merci. Merci. Oui, donc, je sais pas, j'ai pas vu de demande de parole. Est-ce que quelqu'un… Si on a encore un tout petit peu de temps, je voulais revenir sur la CEDH. Il y a Denise Elie qui a demandé la parole. Ah, pardon. Ok, je vois pas de… Oui, bonjour. Voilà. C'est une question pour Stéphane. Tu as l'air de dire dans ta dernière réponse sur la question, par exemple à Antoine Cholet, puis ta dernière réponse, que les populismes actuels sont en train de s'attaquer, en fait, sont hostiles à la gouvernance néolibérale. Toute la question, donc, comment les normes sont adoptées en dehors de vote de Parlement et de ce que… Bon, ok, ça paraît clair.
Mais alors, comment fais-tu pour… que dis-tu si je dis, mais les populistes sont aussi en train de s'attaquer à l'état de droit? Qu'est-ce que tu fais? Parce que là, tu pars sur une tangente gouvernance néolibérale qui te permet de dire ils attaquent le droit et les institutions juridiques. Bon, l'état de droit, ce n'est pas forcément la gouvernance néolibérale. Et qu'est-ce que tu fais ensuite? Je suis d'accord avec Paul pour la définition du populisme, donc ce n'est pas là que ça se passe. Mais qu'est-ce que tu fais ensuite de tous les positionnements anti-universalisme, anti-minorité, anti-acquisition des droits par les minorités, parce que la Constitution, c'est aussi une bagarre sur le pouvoir de l'État d'accorder des droits. Et je pense que l'un des grandes bagarres des populismes, c'est justement pourquoi les maudites minorités ont acquis des droits contre ce qu'on appelle le peuple, qui est en fait une nation plus souvent que jamais racisée. Ça, tu l'oublies souvent. Donc, qu'est-ce que tu fais avec les fondements de la légitimité des populismes, puisque tu dis que quelque part c'est une opposition, une contestation démocratique à l'intérieur de la matrice démocratique, donc avec le refus de l'universalisme, avec toutes leurs dérives autoritaires, qu'est-ce que tu fais avec ce qu'ils font quand ils arrivent au pouvoir, comme en Pologne, en Autriche, enfin, en Hongrie, tu connais l'histoire. Comment tu expliques ça si c'est une contestation tout à fait légitime au sein de la démocratie? Merci. Frédéric Guillaume, est-ce que c'est en lien avec cette discussion que tu voulais faire une question? On t'entend pas. Oui, je peux faire une petite question rapidement qui fait un peu suite à celle de Denise. Il me semble, Stéphane, que tu prends un peu la critique néolibérale au mot dans le discours populiste, alors qu'il me semble que c'est dans ce qu'on a vu de pratique des populistes au pouvoir, ici on prend les amis au sud de la frontière, l'équipe économique de Trump n'était pas une équipe anti-néolibérale. Les premières choses qu'ils ont faites, c'est de se retirer de l'accord de l'Asie-Pacifique. Ensuite, ils ont voulu se retirer de l'ALENA. Ils ont été ramenés à l'ordre par leur gouverneur et ensuite, ils étaient prêts à se retirer de l'OMC. Donc, c'est des gens qui n'ont aucun problème à se retirer de tous les accords internationaux sur le plan des accords économiques. Parce qu'ils ont l'impression que ça joue contre les États-Unis. Et donc, ce qu'ils veulent ramener comme politique économique, c'est une politique économique de mine is right. On est vraiment dans une politique où il n'y aurait plus aucun domaine juridique qui viendrait encadrer les accords internationaux et donc équilibrer les rapports de force. Et à l'OMC et au FMI, quand même, depuis une quinzaine d'années, c'est quand même une gang de néo-keynésiens qui sont là. C'est plus des néolibéraux comme au début des années 90. C'est autant au FMI qu'à l'OMC, on va voir des cris contre les inégalités économiques, etc. Donc, il me semble qu'il y a une représentation de ce qui étaient les organisations internationales qui datent un petit peu d'un certain temps, mais qui ont un peu fait leur temps. Et je trouve que présenter ces populistes-là comme des gens qui s'opposent à l'agenda néolibéral me semble, en tout cas, contraire à leur politique sur le marché, quand on regarde leur comportement dans l'arène internationale. Merci. Je propose donc, Stéphane, de répondre et puis qu'on va essayer de conclure parce qu'on a déjà dépassé de 5 minutes. J'ai combien de temps pour répondre? Parce qu'il me faudrait une demi-heure. Mais... non, merci beaucoup à vous deux pour ces questions qui sont évidemment très importantes. Je vais commencer par la dernière et puis je reviendrai sur celle de Denise pour reprendre. Il ne faut pas, évidemment, ici, tu l'as bien dit dans ta présentation, homogénéiser les populismes au pouvoir. Comme on l'a dit, et je l'ai dit aussi au début, le populisme peut s'associer avec des tendances très, très libérales. Et historiquement, tu as cité toi-même Berlusconi, etc. Et il y a plein de partis populistes qui, en fait, sont une critique de l'État interventionniste, etc. En Suisse, je pense que notre ami Antoine pourrait en parler, mais si on parle de l'UDC, de Blocher, etc.,
etc. Donc, il faut bien sûr, ici, j'ai évoqué la gouvernance néolibérale au sens global et une critique qui part de la souveraineté populaire, d'une sorte de récupération de la souveraineté populaire. Ensuite, au niveau d'un marché national, par exemple, ou de certains accords, etc., bien entendu, il n'y a pas ici d'homogénéisation des deux plans. Le Brexit s'est fait en partie ou a réussi en partie parce que le mouvement a réussi à convaincre la population que des régulations externes venaient gêner la grandeur de la Grande-Bretagne par rapport à l'ouverture de marchés autres et non pas un refus du marché en soi ou du capitalisme en soi. Nous sommes bien d'accord. Donc, je te l'accorderai absolument là-dessus. C'est une question de nuance, etc. Après, je te rejoindrai moins sur le côté, sans doute, que l'OMC, le FMI ont des néo-keynésiens au pouvoir. Est-ce que leur pratique à l'échelle mondiale va vers l'extension, on va dire, de la marchandisation de toutes les sphères sociales ou bien des politiques anti-inégalité à l'échelle mondiale, etc. Il faudrait rentrer en discussion avec des économistes hétérodoxes, etc. Je suis assez sceptique sur cette dimension. Mais, et il y a une rhétorique ici qui est évidemment une rhétorique populiste, je veux dire, qui est évidemment à distinguer des pratiques populistes. Et ça, on en sera bien d'accord. Mais et si ça peut marcher, je vous renvoie à l'excellent livre de Thomas Frank, Pourquoi les pauvres votent à droite, qui énonce pourquoi aux États-Unis, les gens votent pour des raisons morales, on dirait populistes, majoritaires, etc., peut-être de la crainte de la minorisation blanche, etc., et finissent par se retrouver avec des politiques de dérégulation qui donnent plus d'argent aux plus riches. Mais la dialectique est intéressante de ce point de vue-là. Pourquoi ça marche quand même? C'est ça qui m'intéresse. Alors voilà ce que je pourrais, mais évidemment, il faudra en parler très très longtemps ensemble. Pour Denise, bon, tu as une présentation qui évidemment me met quasiment sur la défensive, puisque tu sembles dire, donc, est-ce que tu veux tout donner aux populistes et puis tout retirer au constitutionnisme libéral? C'est évidemment pas ce que j'ai dit. J'ai parlé d'une fonction de rééquilibrage qui me semble importante. Tu sembles sacraliser ce qu'on appelle l'état de droit. Il me semble que là, il y a une réification de ce qu'on appelle l'état de droit, et on le voit tout à l'heure, je ne sais plus, quand on a parlé des populismes au pouvoir et qu'on disait la droite, je veux dire, si on prend l'exemple dans beaucoup de pays à cause du Covid et des politiques du gouvernement français, etc., il faudrait s'interroger sur la restriction des libertés publiques, sur les lois collectives, etc. Alors quand on parle de l'état de droit, on voit qu'il n'y a pas besoin du populisme pour, en général, restreindre l'état de droit. Quand je parlais de toutes les politiques néolibérales depuis 30 ans, des traités qui sont passés par-dessus la souveraineté nationale, je pense qu'ici, l'état de droit pose question. Alors, bien entendu, il ne s'agit pas du tout de revenir sur le pôle constitutionnaliste libéral et de le défaire. L'assurance des droits et le droit d'avoir des droits, comme disait Arendt, des individus et des minorités, est un acquis fondamental de la modernité politique. Et il ne s'agit pas d'y revenir dessus. Je dis simplement que dans certains cas, une partie du peuple, alors, à toi tu dis à tort, moi je serais plus nuancé, dirais à l'impression, effectivement, que les droits de la majorité sont remis en question par l'évolution tendancielle des 30 dernières années vers le rôle d'instances non élues. Que ces instances non élues fassent du bon travail, aillent dans la bonne direction pour protéger des individus et minorités, c'est un fait. La capacité de s'interroger sur la genèse démocratique de ces pratiques, de ce à quoi ça aboutit comme fragmentation, comme multiconflictualité dans une société, comme polarisation radicale, ne me semble pas être uniquement le fait du populisme, c'est-à-dire que le populisme serait la cause de ça, si on considère que le populisme peut aussi être un symptôme de ce qui se passe avant qu'il émerge comme force politique, avant qu'il arrive au pouvoir. Alors, je ne suis pas certain que le questionnement sur l'état de droit et sa mise en danger éventuelle proviennent uniquement des forces populistes, que je veux dire. Merci. Merci d'avoir fait moins d'une demi-heure.
J'ai cliqué sans faire exprès. On a déjà dépassé de 10 minutes, donc je suis sûre qu'il y a encore des envies de discuter et de remarques, mais je ne sais pas compter votre prochain panel. Je ne sais pas si les gens veulent manger quand même ou faire quelque chose comme ça entre deux. Donc, je vous propose de nous arrêter là quand même, à moins que quelqu'un vraiment ne puisse pas supporter de ne pas prendre la parole immédiatement. Vous avez 2 secondes. Non. Alors, merci. Merci à tous les intervenants. C'est des discussions qui ne sont pas finies, j'en suis sûre. Et donc, merci aux organisateurs pour avoir permis cette plateforme. Et bonne pause, bon appétit. Voilà.